Pradely-Saumont, la montagne par nature. Émission spéciale montagne, depuis la station de Pradely-Saumont, en Haute-Savoie. Et nous nous retrouvons une nouvelle fois dans cette magnifique résidence des Soldanelles au cœur de la station Pradely-Saumont. Nous avons eu une journée exceptionnelle, vous l'avez compris aujourd'hui, puisque c'était le passage de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, une très très belle étape qui est partie de Saumont et qui est donc passée ici puisqu'il y avait une petite étape technique. Ça a été assez rapide puisque finalement il n'y a que très peu de traîneaux qui se sont arrêtés pour que les vétérinaires puissent faire leur travail. On va en écouter une d'ailleurs dans quelques instants. Mais avant cela, un petit peu d'historique avec vous, Dominique. Rebonsoir. Rebonsoir, Véro. Puisqu'on parle de la course de traîneaux, parlons de l'historique des traîneaux. D'où ça vient tout ça? L'origine du traîneau à chien, justement, d'où vient-il? C'est un peu... on se mélange un peu les pinceaux entre les origines d'Alaska, l'origine de la Sibérie. On va démarrer directement dans le monde des Inuits, ce qu'on appelle les Esquimaux et autres peuples du Grand Nord qui faisaient du traîneau, tout d'abord, pour chasser et se déplacer. Le chien de traîneau est devenu un sport qui s'est répandu dans le monde par la suite, mais bon, il a fallu un peu patienter, même si on soupçonne bien sûr les Esquimaux de pouvoir s'amuser avec leurs animaux. Dans le Grand Nord, comme au Canada ou en Laponie, les chiens de traîneau ont toujours été utilisés pour se déplacer, pour transporter du matériel ou pour chasser. Ici, les villages, on va le rappeler quand même, ils ne sont pas à 3-4 km de distance, c'est plutôt des centaines de kilomètres de neige à traverser, et dans ces conditions, seuls les chiens étaient capables bien sûr de relever ce défi. Aujourd'hui, cette pratique s'est peu à peu transformé en sport à travers notamment de nombreux pays, dont la France, que ce soit de la rando ou des courses à travers des compétitions comme on vient de le vivre aujourd'hui. Voilà, alors je le disais, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est une course internationale de chiens de traîneau qui se déroule en Europe. Elle regroupe une poignée des plus grands mushers du monde, mais il y en a d'autres ailleurs dans le monde qui sont peut-être beaucoup plus vieilles même. Aujourd'hui justement en parlant des courses qui se déroulent aux États-Unis, parmi les grandes courses célèbres, on peut parler de l'Iditarod qui a vu le jour en 1973 en mémoire du fameux chien Balto. Alors le chien Balto, ce n'est pas qu'un dessin animé, c'est un chien qui a vraiment existé en 1924, une histoire assez incroyable. Il a fallu relier ce fameux village qui ne portait pas de nom à Anchorage. Il y avait 1000 km à traverser parce qu'il y avait une épidémie de diphtérie dans le village et seuls les chiens ont pu en tout cas mener cette expédition pour ramener les vaccins, donc 1000 km aller et retour. Et parmi l'équipage qui a survécu et qui a ramené les vaccins, il y avait ce fameux Balto qui a du reste une statue à New York. Aujourd'hui, cette course qui traverse l'Alaska se hisse parmi les courses les plus célèbres du monde. Et puis, vous en avez parlé également aujourd'hui, la Yukon Quest, comme son nom l'indique, qui se déroule aux États-Unis, dans le Yukon, sur 1600 km. C'est une course qui rend hommage aux chercheurs d'or, aux trappeurs et aux transporteurs de courrier qui se sont établis dans le Grand Nord début des années 1900. Alors Dominique, quel équipement faut-il pour faire du traîneau à chien? Comment ça marche? Alors c'est assez précis. Alors qu'on attache généralement de 2 à 12 chiens, ça dépend, au traîneau. Ceux-ci sont reliés par une ligne de trait, elle-même reliée au traîneau par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un amortisseur, sinon ils auraient beaucoup mal au dos après de nombreux kilomètres. Ensuite, les chiens sont reliés par des lignes. Alors, il y a une ligne de queue ou une ligne de cou. Alors, la première ligne, elle attache le chien au niveau de la queue et va permettre la traction en arrière, en avant, etc. Et la ligne de cou, elle va s'attacher au collier pour que le chien garde en fait sa ligne droite. Donc, bien souvent associé à un rêve inatteignable, on peut vraiment dire que le traîneau avec ses chiens, c'est un grand moment de rêve et qui est quasiment accessible à tout le monde. Voilà. Voilà, un grand moment de rêve que l'on a vécu aujourd'hui grâce au passage de ces mushers dans la station de Pradely-Saumont. Alors évidemment, cette odyssée, elle ne peut exister que par ces mushers, que par ses organisateurs et ses chiens, mais aussi le staff, et notamment le staff au niveau des vétérinaires, au niveau de la santé de ces chiens. Et on en a rencontré une d'ailleurs qui va nous expliquer son travail. On l'écoute tout de suite. Caroline, donc vétérinaire sur la Grande Odyssée. On vient de voir là, un attelage qui s'est arrêté pour le bivouac. Comment ça se passe? Quel est votre rôle à ce moment-là? Alors là, il y a un contrôle vétérinaire non obligatoire, c'est-à-dire qu'on se rend disponible pour le musher s'il y a un problème. Nous, on regarde juste l'état général des chiens de loin et s'ils ont vraiment une question particulière, comme là par exemple un doute sur une douleur à l'épaule, on regarde de plus près le chien. D'accord. Ouais. Est-ce que vous pouvez avoir, vous, le pouvoir de dire stop, on arrête, ils ne peuvent plus continuer? On peut, mais sur un arrêt non obligatoire, c'est vraiment difficile. On ne court pas après les chiens, par exemple, pour ça. Si là, vraiment, sur celui où il avait un doute, il y avait une grosse anomalie, on pourrait éventuellement dire il faut qu'il arrête la course. Par contre, il doit descendre dans le panier du musher.
Il y a des arrêts aussi obligatoires là. Là, il y a ceux qui sont passés, ce n'est pas obligatoire, là, si vous venez me le dire, mais il y en a 5 ou 6 qui doivent obligatoirement s'arrêter au bivouac, c'est ça aujourd'hui? Non, finalement, non, ça a été annulé. D'accord, très bien. Alors Ouais. quand il y a un arrêt complet, là vous faites la totale, Pas forcément. Là, le bivouac était initialement obligatoire, mais le contrôle vétérinaire au bivouac ne l'était pas. D'accord. Il y a ok. quelques étapes où le contrôle vétérinaire est obligatoire, mais elles sont au nombre de 1 ou 2, je crois. D'accord. Et alors quand il est obligatoire, là ça dure un peu plus longtemps, vous regardez vraiment tous les chiens, ou pareil, c'est un contact Non, avec en le fait, musher? ça veut dire que le musher doit s'arrêter au moins 1 minute 30 pendant lesquelles il nous laisse regarder ses chiens. C'est sur le même principe. On regarde avant tout l'état général et s'il y en a qui nous paraissent douteux, on regarde de plus près. Mais on n'a pas forcément le temps de regarder en détail tous les chiens. Vous faites que l'état physique du chien? Est-ce qu'on peut parler aussi de peut-être qui peuvent être drogués, ou si on leur a donné des choses comme ça? Est-ce que vous avez le temps de vérifier tout ça? Pas sur un arrêt, non. Pas sur un arrêt en cours de course. C'est des choses qui se font à l'extérieur du temps de course et c'est en général pas nous qui décidons, c'est commandé par les services vétérinaires si nécessaire. À la fin de l'étape? J'avoue qu'on n'a jamais eu l'occasion, ça peut être avant une étape ou juste après. C'est comme c'est une course en plusieurs étapes, de toute façon, s'il y a recherche antidopage, ça peut se faire à n'importe quel moment de la course, sauf pendant la course. Ce temps-là, qui est avec la neige, qui est toute fraîche, etc., c'est bien, c'est pas bien pour les chiens? C'est bien, ça fatigue un petit peu plus au niveau des muscles parce que ils travaillent plus, mais en même temps c'est beaucoup mieux au niveau des coussinets. Il y a moins de gerçures, moins de traumatismes liés par exemple à une piste trop gelée. Et c'est plus facile pour le traîneau aussi. Certains chiens ont justement des petits chaussons, des petits coussinets, d'autres pas. Comment est-ce que c'est choisi? C'est selon leur race? Ça, c'est selon surtout les habitudes du musher et la sensibilité des chiens. Mais certains chiens, c'est pas en fonction d'une race. On peut voir des huskies sibériens comme ça avec des bottillons, des chiens un peu plus typés chasse avec des bottillons aussi et inversement. L'important, c'est surtout qu'ils soient bien étanches pour pas faire de blocs de glace à l'intérieur du bottillon. Et il y a des mushers, lorsqu'ils connaissent bien leurs chiens, qui vont choisir de courir sans bottillon. Ça dépend aussi des conditions de terrain. Et est-ce que, pour finir, est-ce qu'aux étapes vous aidez aussi les mushers, ou est-ce qu'il n'y a que eux qui s'occupent de remettre en forme leurs chiens, si j'ose dire, de les chouchouter à la fin d'une étape, ou ils peuvent aussi vous demander de l'aide? À la fin d'une étape, ils peuvent nous demander de l'aide, toujours pareil, surtout sur des problèmes médicaux. Jamais on ne se substitue au vétérinaire traitant. Donc après, les habitudes de chaque musher en termes de massage, etc., c'est vu en général avec le vétérinaire de l'attelage, qui n'est pas présent sur site. Et nous, c'est s'il y a vraiment des choses inhabituelles où en général, ils nous demandent notre avis. Très rarement, si on juge qu'il y a un chien qui est un petit peu plus fatigué que les autres, on va spécifiquement demander au musher de le regarder. Mais bon, en général, on essaie d'intervenir juste ce qu'il faut dans les soins prodigués. Et on n'a pas le droit vraiment d'aider un musher dans la course. C'est-à-dire on ne va pas l'aider s'il a un problème avec le traîneau, avec la ligne de trait. C'est vraiment la santé animale, on n'intervient pas dans la course. Merci beaucoup. De rien. Merci. Voilà, Caroline, l'une des vétérinaires de cette grande odyssée Savoie-Mont-Blanc que nous avons réussi à interviewer ce matin, cet après-midi, même quand évidemment tous les attelages sont passés dans cette magnifique station de Pradly-Saumon, Dominique. Oui, on arrive quasiment au terme de cette émission. On va rappeler également que demain, c'est une grosse journée qui commence à se compléter au fil des activités de chacun et on a réussi à attraper pas mal d'invités. Voilà, on va avoir André Génin qui est vecteur montagnard, il nous expliquera un accompagnateur guide. On va avoir également Anastasia qui est photographe sur cette station, elle va nous expliquer son métier, c'est fort intéressant. Et puis on ira parler de l'ESI, l'école de ski international. Merci Dominique. Voilà, avec Yannick. Voilà, et puis plein d'autres choses évidemment qu'on vous fera vivre. Quant aux mushers et à leurs chiens, eux ils seront partis bien loin, ils seront à Megève, je crois que c'est ça. C'est ça, c'est l'étape de demain, c'est Megève. Voilà, c'est ça. Et c'est donc Rémi Coste qui est en ce moment le leader de la course, un Français, mais ça peut encore bouger. Voilà. On en profite parce qu'il nous reste encore quelques secondes pour remercier derrière, vous les voyez pas, mais ils font un boulot terrible. Vincent et Francis et aussi Aurélie qui nous aident pour faire toutes nos images et sans qui nous ne serons rien, je crois. On peut le dire. On peut le dire, tout à fait. On ne saurait rien. Voilà. Et puis merci à vous de nous suivre pendant toute cette semaine sur cette station de Pradly-Saumon. On se retrouve demain avec grand plaisir. Passez une bonne soirée à l'écoute de Sensations. Bonsoir. Toute l'équipe de Sensations est à la montagne pour une émission spéciale depuis la station de Pradly-Saumon en Haute-Savoie.